la conscience. Je prendrai par exemple l'exemple de Gandhi, qui a, comme tout un chacun, non seulement qui portait le rêve de ses parents, mais aussi de l'idéal de cette époque en tant que jeune Indien instruit et colonisé. Et on le verra quand il débarquera à Londres, c'est effectivement, il y part pour des études d'avocat. La première des choses à faire, c'est d'essayer d'apparaître comme ce gentleman anglais. Il prend des cours d'anglais, il achète la tenue anglaise, apprend même la danse, apprend l'anglais pour qu'il n'y ait pas d'accent, et se prépare effectivement à revenir dans son pays en tant qu'avocat. Durant les vacances même où il va en Inde, la famille est préparée au thé anglais, au biscuit anglais, à beaucoup de choses. Ouais. Ça, c'est un aspect de l'héritage relationnel à la fois parental et historique. Mais c'est en Afrique du Sud que véritablement il va s'éveiller à la conscience. Et là, il va découvrir qu'effectivement, parler anglais, devenir avocat inscrit au barreau de Londres ne voulait pas dire qu'il était anglais. Et là, il va vivre de plein fouet cette réalité quand il se voit jeté en dehors du train, parce qu'il était indien. Et là, il y a un choc, ce que l'on appelle le choc éveilleur. Et à partir de ce choc éveilleur, vous verrez, ça va complètement changer son regard du monde, mais aussi son regard des Anglais. Et il avait le choix, soit ne considérer que son cas dans cette Afrique du Sud, donc en tant qu'avocat, revenir dans les institutions et se plaindre auprès du barreau des avocats. Donc l'institution est là effectivement pour rétablir les droits des citoyens. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est retourné sur lui-même pour reconsidérer tout ce qui lui avait été appris, pour reconsidérer tout ce qu'il a reçu comme héritage parental, mais aussi comme héritage historique. Et là, il commença à entreprendre une démarche qui lui a permis, de cette situation de conditionné, il commença à percevoir la réalité en conscience. Vous voyez, il ne va pas accuser l'Angleterre, il ne va pas accuser les autorités, mais il commença à percevoir la réalité en conscience à partir de cet événement qui lui est arrivé. Et ça, c'est le début de l'éveil de conscience. Et ça, aucun d'entre nous échappe à cette situation. Il est arrivé à un moment où on a reçu une gifle de la vie qui nous a permis effectivement de remettre en cause nos convictions du passé. Ça peut être l'organisation de la société, ça peut être aussi nos convictions religieuses, spirituelles, et qui le plus souvent nous amènent à aller vers une forme de quête. On ne remet pas en cause la société, mais on essaie de voir devant ce tumulte comment retrouver la paix. Ça peut nous amener à visiter le bouddhisme pour voir comment être en paix dans ce tumulte. Ça peut nous amener à visiter l'hindouisme ou l'islam ou la chrétienté
ou bien d'autres voix, telles que la voix de Maharaji, qui dit: quand vous n'avez nulle part où trouver la paix, eh bien, venez me voir en ce moment. Donc, vous voyez ce qui explique effectivement tout ce foisonnement de voix qui conduit à la paix. Et ça, c'est une forme d'éveil de conscience qui est très bien, parce qu'au moins, on commence à faire preuve d'audace, c'est-à-dire de remettre en cause cet héritage pour aller vers autre chose qui ne nous a pas été appris. Et que dans ce monde, vivre cette liberté, vivre ce choix, vivre cet amour, c'est nécessairement faire preuve d'audace. C'est nécessairement faire l'expérience du courage. C'est nécessairement faire preuve de patience. Donc, c'est faire l'expérience de toutes ces valeurs que je viens de dire, qui est le début même du cheminement, parce que on se décide de sortir du conditionnement pour effectivement aller vers cette paix. Donc, on se décide à vouloir véritablement changer. Et vous verrez que toute notre vie, elle ne sera faite que de changement. Toute notre vie, elle ne sera faite que de transformation pour arriver à cette paix. Donc, soyons dans cette flexibilité, d'autant plus qu'on a été averti que ce qui est permanent dans ce monde, c'est l'impermanent.